Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue à la Sports Management School et bienvenue à cette conférence intitulée Sportif de haut niveau. Existe-t-il le droit d'être maire? C'est un vaste débat qu'on va avoir le plaisir d'animer face à vous, avec un parterre très intéressant, tellement il est divers et tellement il va enrichir le propos. Je vais donner la parole tout de suite à Aurélie Bresson, qui est la fondatrice du magazine Les Sportives, un magazine bien nommé. Aurélie, bonsoir. Bonsoir Mickaël, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci de nous recevoir en vos lieux, en ces très beaux lieux. Avec plaisir. L'école qui grandit et ça fait plaisir. D'ailleurs, merci à toi et à tout ton staff, toute ton équipe de soutenir, d'accompagner les sportifs depuis déjà 3 ans. Et que le temps passe vite, n'est-ce pas, Mickaël? C'est surtout, en plus, tout naturel, finalement, que la conférence sur le sport féminin s'est montée. Donc, un partenariat et une alliance gagnante. Donc, on espère que vous allez passer une bonne soirée. C'est un sujet vraiment majeur et important, qui est presque tabou, on va dire, que nous, on reçoit régulièrement des témoignages et c'est très souvent une vraie problématique chez les sportives. Donc, on va passer un bon moment ensemble et on va aborder les choses tranquillement. Parfait. Voilà. Donc, je vais gentiment vous présenter le plateau. Commencer par ma voisine, si tant est qu'il faille la présenter. Maryse Evangépé. Maryse Evangépé, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, Maryse, elle a un parcours extraordinaire parce qu'elle est à la fois grande athlète, même si elle a commencé par l'heptathlon, elle a 1m80. Mais c'était un peu plus haut, en son hauteur, je crois. On a dépassé les 1m90, n'est-ce pas? 1m96. Voilà. Recordman woman, pardon. Ça commence bien. J'avais dit que le débat était lancé tout de suite. Record woman de France pendant 13 ans. 21 ans. 21 ans. Pas mal, hein? Voilà. Entre-temps, un passage aux États-Unis, à l'université. Oui, pas très longtemps. Ouais. Pas très longtemps. Une année. Un DESS de marketing. Oui, de management du sport. Et un diplôme au CFJ. Également, oui. Voilà, un long parcours à la radio, pas mal de bouquins, un dernier qui vient d'être lancé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, sur les sportifs engagés, les sportifs militants, et ça s'appelle Révolte. D'accord, on pourra peut-être en parler, enfin en tout cas, ça mériterait qu'on... Ça concerne, j'ai mis beaucoup de femmes dedans. Très bien. À côté, c'est Laurence Blondel. Laurence, vous avez oublié le plus important, je suis aussi mère de famille et de 4 enfants. Mais je vous laissais justement l'occasion de le dire. Et ben voilà. C'est fait. Laurence Blondel, bonsoir. Laurence, vous êtes responsable de l'accompagnement individualisé des sportifs de haut niveau à l'INSEP. Oui. Ça correspond à peu près à 700 sportifs, c'est ça? Et 150 entraîneurs? 751, restons précis. Très bien. Restons précis. Ok. Combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. 2 grands garçons. Attendez, moi aussi, j'ai un enfant aussi. Il n'y a pas de raison que chacun ne dévoile pas aussi exactement, son... on aurait pu aussi voilà, parler des pères, mais c'est pas eux qui portent l'enfant. Tout à fait. Je vais laisser à Aurélie le loisir de présenter Badou Sambagui, bonsoir. Badou Sambagui, avocat associé, bonsoir. Si, fonctionne? Oui, c'est bon. Il faut peut-être se rapprocher. Merci. Un petit peu plus. Bonsoir. Ça marche? Voilà. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Donc, vous gérez 2 athlètes. 2 athlètes, oui. Filles, du coup, on va pouvoir aussi en parler. Vous avez aussi été face à cette problématique, donc on va pouvoir creuser un petit peu tout ça. Et j'en profite aussi pour excuser Frédéric Jossinet, qui ne peut être parmi nous ce soir pour un petit souci de santé. Donc voilà, elle se joint à nous par la pensée, et puis je suis sûre qu'elle est devant le direct. N'oubliez pas le hashtag et surtout de tweeter. Très bien. Alors, rêve ou réalité, doit-on faire un choix? C'est vrai que c'est un choix qui, évidemment, est crucial, surtout au moment où la carrière sportive se développe, au moment où les performances sont au pic. Aurélie, est-ce que dans ce genre de situation, au travers de votre magazine, au travers des témoignages que vous avez pu recevoir, vous avez eu des arbitrages à faire sur cette question? Alors en fait, sur ce sujet est vraiment principalement abordé, puisque chaque portrait, chaque témoignage est toujours alimenté et précisé et aussi mère d'enfants.
c'est malheureux, mais bien souvent aussi, ça vient dans la bouche naturellement des femmes de dire et je suis aussi mère. Parce que aussi dans la carrière d'une sportive, c'est quand même très compliqué. C'est pour ça que du coup, on va en parler, puisque finalement, il y a très peu de sportives qui sont mères pendant leur carrière. De plus en plus, depuis quelques temps, de plus en plus de sportives n'attendent plus la fin de leur carrière. On a en tête Laura Gloser et sa fille Canélia, sa coéquipière Camille Aiglon, ou encore Charline Picon, qui a une petite Lou qui a 3 ans, j'aime bien le préciser, ou Clémence Calvin, qui était devenue championne d'Europe de marathon 18 mois après la naissance de son enfant. Donc de plus en plus de sportives se mettent un petit peu... mettre leur carrière entre parenthèses. Et c'est vrai que nous, on l'aborde principalement sur les sportifs, parce que les médias s'en intéressent peu, ou alors depuis peu. Donc c'est vraiment une problématique que nous, on a abordée dans un des magazines que vous trouverez dans les sacs, d'ailleurs, dans un de nos numéros. J'aimerais bien vous poser la question, Laurence, dans tout le parcours des athlètes que vous avez à l'INSEP, est-ce que cette question-là est sous-jacente? Est-ce que cette question-là est abordée? Est-ce que cette question-là va conditionner le parcours des athlètes dans ce genre de situation? Je vais commencer par le 3e point, c'est-à-dire est-ce que ça conditionne le parcours sur l'émergence au projet de formation, au projet professionnel, ni plus ni moins que le fait d'organiser sa carrière de sportif ou de sportive de haut niveau, même si on n'est pas maman et même si on n'attend pas un enfant. C'est-à-dire que tout est singulier, tout doit être organisé et tout doit être médié par le projet sportif. Donc, tel qu'a dit tout à l'heure notre collègue, les sportives de haut niveau de l'INSEP en situation de maternité, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'est pour ça que je me tourne vers Maryse. Ouais. C'est la première, hein, et j'y reviendrai après. Et c'est grâce à Maryse que nous avons une crèche. Merci Maryse. Maryse, est-ce que c'est la crèche Evan GP qui a été baptisée comme ça? Non, elle n'a pas été baptisée. Oui, je crois que j'ai été l'une des premières, parce qu'on était 2 ou 3 en même temps, enceintes en même temps. Il y avait toi, et il y avait Laurence Billy, et il y avait l'épouse de comment il s'appelle, le coureur de 400 mètres haies, de Diaba, d'Amadou. Donc elle, c'était pas directement une sportive de haut niveau, c'était lui, mais on s'est retrouvés finalement à avoir des enfants. On était 4, donc dans un premier temps, on avait condamné un des sautoirs en longueur pour mettre tous nos enfants, parce qu'on savait pas trop quoi en faire. Donc on avait les cosy quand ils étaient tout petits. À la salle de muscu aussi, il y avait les cosy, c'était assez bizarre. On faisait de la muscu lourde avec les petits cosy à côté. Moi, j'ai pratiquement tous mes potes de l'équipe de France qui ont gardé ma fille, parce que évidemment il y avait des compétitions. Puis à un moment donné, quand même, c'était marre, quoi, on va dire. Et il a fallu un petit peu pousser un cri de gueule. Il y avait aussi, je me souviens, tu te souviens l'entraîneur de sprint qui faisait chrono d'un côté avec le bébé sous le bras, comment elle s'appelait, ancienne sprinteuse, je ne me rappelle plus son nom, qui était à l'INSEP. Est-ce que c'était Véronique Grandrieux? Tout à fait. C'est Véronique Grandrieux. Voilà. Et j'ai ce souvenir, et j'ai ce souvenir de Véronique avec le chrono dans la main droite et le bébé sous le bras, au sens propre, hein, au sens propre. Donc il y a eu un moment effectivement où on s'est dit mais mince, ça paraît exceptionnel, et pourtant on l'a dit, les sportifs de haut niveau à l'INSEP, c'est à peu près une population de 800 personnes. Il y a quelques années, c'était même 1200, c'était encore plus que ça. Donc on peut dire la moitié de femmes. Donc même si une partie des femmes étaient des très jeunes femmes dans des sports à maturité précoce comme la natation ou la gymnastique, il y avait quand même un certain nombre de femmes en âge de procréer, on va dire. Et donc il fallait faire quelque chose, quoi. Il fallait faire quelque chose parce que c'était effectivement tabou. Tabou d'en parler, ou tabou de se dire, ou alors on est un sport à maturation on n'en parlait pas parce que ça ne se faisait pas. C'est-à-dire que les femmes, les athlètes qui tombaient enceintes, clairement, c'était la fin de carrière. Toutes. Dès qu'une athlète tombait enceinte, elle prenait la voie de garage. Et moi, je m'étais dit, alors déjà, je voulais calculer la période où j'allais tomber enceinte. Bon, là, je me suis un peu plantée. Ouais. J'ai juste oublié que la nature fait ce qu'elle veut, mais j'avais prévu de tomber enceinte 1 an avant les Jeux Olympiques. Je me suis plantée, je suis tombée enceinte pile poil quand il fallait pas, donc je suis revenue 4 mois avant les Jeux. Donc c'est pas terrible. Est-ce qu'officieusement, il y avait des consignes qui disaient, écoute, pour avoir des enfants, t'attendras la fin de ta carrière? Oui, clairement. D'accord. Ah oui, très clairement. Enfin, moi, quand je l'ai annoncé, je l'ai d'abord annoncé à mon DTN.
Je ne dirais pas ce qu'il m'a dit, parce que pourtant c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais en tout cas, ça n'a pas vraiment plu. En gros, je n'allais pas revenir, hein, très clairement. Ouais. J'ai reçu très peu de temps après une information me disant que je n'aurais plus de contrat olympique, puisqu'on avait une petite prime. À l'époque, c'était 500, l'équivalent de 500 € à peu près par mois. Mais moi, ça me permettait de vivre quand même. Donc j'avais 500 € par mois de prime de préparation olympique au titre d'athlète international A, par la fédération, et j'avais 500 € par Nike, qui était mon sponsor. Donc j'ai ensuite prévenu mon sponsor. 3 semaines après, j'avais une lettre recommandée, fin de contrat. Voilà. D'accord. Au même moment, hein, on est d'accord, là on est quoi, dans les années 80 80, 90, on payait encore en francs. Nos aînés sont nés, grosso modo, 92, ma première 93. fille est née en 91. D'accord. Voilà. D'accord. Donc en fait, tu n'avais pas le droit, Maryse, d'être maman, même si tu voulais l'être, et que c'était pas du tout calculé au final. J'étais pas une gamine. Si, enfin moi je voulais être mère. Clairement, je voulais avoir des enfants et j'avais bien prévenu. J'avais dit d'ailleurs à ma fédération, j'aurai des enfants et je reviendrai. Et on m'a pas cru, on va dire, puisque clairement on m'a dit bon bah là c'est terminé quoi. Quand je suis revenue, effectivement, on m'a dit maintenant il va falloir que tu fasses tes preuves. Alors, je trouvais ça très étonnant parce que juste avant de tomber enceinte, j'étais quand même encore médaillée des championnats d'Europe. Donc je trouvais que mes preuves, je les avais faites. Hein. Donc j'avais déjà eu 3 médailles aux championnats d'Europe. J'étais déjà une dizaine de fois championne de France et je trouvais que j'avais fait mes preuves. Et on m'a dit quand tu reviendras en équipe de France, tu retrouveras ton contrat de préparation olympique. Et je leur ai répondu, mais c'est pas quand je reviendrai que j'aurai besoin du contrat, c'est pour revenir, a priori. Justement, oui. Je vais justement rebondir sur un des témoignages, parce qu'avec du coup les sportifs, on a beaucoup de témoignages et on échange beaucoup avec les athlètes. De Camille Aiglon, gauchère de l'équipe de France depuis plus de 10 ans, qui nous a dit qu'elle avait décidé d'avoir un enfant avec... je vais vous le lire complètement. Il y a 5 ans, nous avions décidé d'avoir un enfant avec mon conjoint et j'avais calqué cela par rapport aux échéances sportives. Mais je me suis fait piéger d'avoir autant voulu le prévoir. Dieu est un farceur. Exactement. Donc, la jeune femme, notre chère Camille, décide d'arrêter la pilule au retour des Jeux Olympiques de Londres. Et elle dit, j'avais été honnête avec mon club de toujours, Nîmes. Les dirigeants avaient été plutôt compréhensifs étant donné mon ancienneté, mais j'en avais parlé avec des filles en équipe de France qui m'avaient dit « Comment veux-tu que je signe 1 an dans un nouveau club si je leur dis que je vais tomber enceinte ?» Donc c'est une vraie problématique et certaines se retrouvent à le faire finalement derrière le dos, en fait, à quand même tomber enceinte, derrière le dos des structures sportives, et elles sont toujours en CDD ou elles sont dans une situation vite précaire en fait. Donc, qu'est-ce qui existe pour ça? S'il n'y a pas le sponsor, pour des athlètes comme Camille qui n'a pas le sponsor, est-ce qu'elle doit reposer vraiment sur son club? Est-ce que le club doit être compréhensif? Ou est-ce qu'il faut vraiment... c'est une réalité. Est-ce que les sportifs, finalement, doivent faire les enfants derrière le dos des structures? Moi, en l'occurrence, je l'ai pas fait derrière le dos, mais j'aurais peut-être mieux fait parce que je pense que j'aurais été soutenue un peu plus longtemps. Après, j'ai eu un bol incroyable, c'est que j'avais déjà un bon bagou et j'étais déjà capable de me vendre. Je faisais déjà des études de communication, management, etc. Donc, j'avais monté mes propres dossiers et j'ai chopé un sponsor absolument inespéré pendant ma grossesse, c'est Prénatal. Donc ça a été mais totalement inespéré. Un jour où on allait visiter avec mon mari le salon de la femme enceinte, et où il s'est trouvé que le directeur général de Prénatal était un fou d'athlétisme. On a commencé à parler. Ça a été même le plus gros contrat de ma vie. Bon. Attention, hein, moi je date de Mathusalem, donc les gros contrats à mon époque, c'était 1 000 € par mois, 2 000 quand ça allait très très bien, donc c'était autre chose. 50% sur le matériel. Oui, aussi. Oui, bien sûr. Ah oui, pendant 2 ans, j'ai eu toutes les fringues de bébé, la table à langer, tout ce qu'il fallait. Ça, de ce côté-là, j'étais prête pour en faire 4. Mais je pense quand même que ça... Merci Prénatal, ça a marché. Ça, c'est du vrai sponsoring. Je crois que ça a quand même plutôt bien évolué. Il me semble que c'est quand même un petit peu... Je sais pas, il me semble que c'est un peu mieux aujourd'hui quand même que dans les années 90. Je te confirme que c'est un peu mieux quand même. Pour reprendre le débat, de dire, et c'est là où je mets peut-être un petit bémol, moi du côté de l'INSEP, donc côté plutôt institution, faire les enfants dans le dos, non. Maintenant, les femmes, comme n'importe quelle femme, ont ce désir, c'est un désir, d'être enceinte et d'avoir un enfant. Et ensuite... Qu'est-ce qui se passe? Et là, je pense que Maryse donc, ne va pas me contredire. Lorsqu'on est sportive de haut niveau, c'est un métier.
Donc au même titre que n'importe quelle femme dans le monde d'aujourd'hui, c'est la problématique du métier et de revenir au métier donc de la meilleure façon possible et d'être accompagnée le mieux possible durant toute la durée de sa grossesse pour revenir. Donc il me semble quand même que les débats se sont un petit peu décalés. Parlant des contrats, eh ben, c'est la même problématique. Donc il faut bien faire la différence entre nous, les sports dits amateurs comme le nôtre, et les sports professionnels. Attention, c'est pas la même chose. On peut être en structure professionnelle sans être sportif ou sportif de haut niveau. N'oubliez pas qu'être sportif de haut niveau, c'est être inscrit sur liste ministérielle, appartenir à une liste. Donc vous voyez, il y a plein de choses à fouiller là-dedans. D'accord ? Donc les contrats s'arrêtent, c'est comme un employeur à un moment donné, et je pense que ça arrive aussi dans le monde du travail, dans le monde de la vraie vie, entre guillemets, si tant est qu'on puisse avoir un débat sur sportif de haut niveau, est-ce que c'est la vraie vie ? Oui, c'est la vraie vie, parce qu'on est dans le monde du travail, quoi. Badou Sambagé, justement, y a-t-il un vide juridique sur cet aspect-là ? Parce qu'on ne peut pas ignorer, lorsqu'on entraîne une équipe féminine, que potentiellement vous avez des mères en puissance. Donc ça, c'est la première chose. Et on a l'impression que d'un point de vue juridique, ce cadre n'existe pas. Je pense qu'il y a plusieurs choses à rappeler dans ce contexte. La première, c'est qu'on a déjà une situation factuelle qui est une évolution au niveau du sport féminin, avec un développeur assez significatif du sport au niveau tant des revenus que de l'exposition. Donc aujourd'hui, cet élément pousse naturellement à avoir une vraie professionnalisation du sport. Ça, on parle plutôt de l'aspect économique et notamment performance. De l'autre côté, on a aussi un allongement de la carrière, puisque on va dire c'était une problématique importante dans les années 80, mais aujourd'hui encore plus, puisque les sportifs et les sportives ont joué beaucoup plus longtemps, et donc on peut plus dire à une sportive, bah, tu tomberas enceinte plus tard, ce qu'on disait un petit peu avant. Voilà, donc déjà, ça, c'est un élément qui est vraiment important. La deuxième chose, c'est plutôt d'un point de vue juridique. Quand on pose cette question, elle est vraiment intéressante de savoir est-ce que les sportifs de haut niveau ont le droit d'être mères. Quand on répond à cette question, c'est assez simple. Normalement, c'est oui, puisque personne n'empêche à une personne d'être mère. Non, existe-t-il le droit d'être mère ? Existe-t-il le droit ? Oui. Il n'y a pas d'interdiction. Mais en réalité, le vrai problème, là où le bas blesse, c'est qu'on nous empêche, ou en tout cas on empêche les femmes justement de revenir à leur profession. On met on va dire tout un ensemble de situations un peu compliquées qui vont les empêcher de revenir à cette profession, mais également les mettre dans une situation de refus justement de ce positionnement. Et c'est cette question qui est importante. Après, d'un point de vue juridique, bien sûr, on va retrouver d'autres choses, notamment des textes qui vont permettre pendant la grossesse, avant la grossesse également, d'avoir un congé maternité. Là, on va dire qu'il y a des règles qui existent, mais c'est la question de savoir est-ce que c'est dans les mœurs. Et l'autre chose, c'est une vraie problématique, c'est de savoir ce qui se passe après. Ce qui se passe après, justement, l'accouchement. Est-ce que, justement, on n'a pas une situation, une période protégée, période durant laquelle la femme est enceinte, elle est protégée par le Code du travail, par la Convention collective nationale du sport qui prévoit un maintien du salaire pendant une certaine durée. Également, le ministère des Sports a beaucoup écrit là-dessus. On prévoit justement un maintien du statut de sportif de haut niveau. Mais après, qu'est-ce qui interdit justement de retourner, entre guillemets, sa veste pour indiquer justement à cette sportive qu'elle sera renvoyée ou également qu'elle sera plus inscrite sur les listes sportives de haut niveau. Et là, ça devient un problème assez important. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas considérer qu'on a une possibilité d'être mère dans de bonnes conditions, en tout cas. Alors, je modulerai, mais ça a déjà été dit en fonction des sports pro ou pas pro, puisque le droit du travail ne s'applique que quand on a un contrat de travail. Et par essence, un sport comme les sports olympiques, de façon générale, la gymnastique, etc., l'athlétisme, il n'y a pas forcément de contrat de travail. Il y en a même, absolument, dans la majorité, pas du tout. Et j'allais rebondir sur ce point-là, parce qu'il y a un autre volet, il y a la partie droit du travail, mais il y a également la partie sponsoring. Oui, tout à fait. On l'a vu récemment avec Nike, justement, et avec Alison Felix, justement, les athlètes championne du monde. Dans son cas précis, c'est également le cas pour des sportifs masculins, où on va avoir justement un système de primes de performance qui vont être liées à la participation aux compétitions. Mais si vous êtes en congé, vous ne pouvez pas participer aux compétitions. Et justement, en ce qui concerne Alison Felix, on avait une réduction quand même de 70% de ses revenus parce qu'elle ne participait pas. Et il y a quelques années, c'était 100%. Le droit ne peut rien faire. Mais par contre, l'image, justement... La grosse différence, c'est qu'on envisage aujourd'hui, en 2020, on envisage la blessure comme étant un incident de parcours
qui ne disqualifie pas le sportif de haut niveau. Je dis bien le sportif, ou la sportive, mais en tout cas, le sportif n'est pas disqualifié. Un sportif qui a, mettons, un Neymar ou un Usain Bolt, donc il y a une vraie valeur sportive, on se dit il est blessé, mais dans 6 mois, il aura la même valeur. Curieusement, une femme qui tombe, j'ai horreur de ce terme d'ailleurs, tomber enceinte, parce que visiblement on trébuche, on ne tombe pas. C'est un accident. Je ne sais pas sur quoi on est tombé, mais en tout cas on est tombé. Sur un homme. Ça semble être plus qu'un incident de parcours, c'est-à-dire qu'une femme enceinte, on considère qu'elle est disqualifiée par rapport à sa pratique de haut niveau. Ce qui est assez hallucinant dans la mesure où la grossesse n'est pas une maladie et où il n'y a absolument aucune raison de ne pas s'en remettre. Je dirais même qu'il est beaucoup plus facile de se remettre d'une grossesse que d'une rupture du tendon d'Achille. Et pourtant, les deux ne sont pas traités pareil. Et c'est un élément qui est important parce que je rebondis dessus. Justement, d'un point de vue juridique, on peut légitimement s'interroger si les règles, elles n'ont pas été uniquement faites pour des sportifs hommes. Et là, on demande justement qu'il y ait une évolution. Non, mais c'est toujours la problématique du genre. C'est voilà. toujours et donc du genre donc dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est cette problématique d'équité entre hommes et femmes qui n'est pas, donc elle n'est pas plus dans la vie que dans en fait le milieu sportif. C'est vraiment ça. Justement, parce qu'on parle de rupture d'égalité, on peut la retrouver entre hommes et femmes, mais également entre femmes. Entre celles qui acceptent justement de rester, de ne pas tomber enceinte, comme vous dites, tomber. Alors, c'est considéré comme ça lorsqu'on veut sanctionner, entre guillemets, et entre celles qui indiquent je veux devenir mère, et dans ce cas-là, on a une discrimination à ce moment-là. Ouais. Alors, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat sur un sujet qui est un peu particulier vis-à-vis de la grossesse et de la performance sportive. C'est vrai que d'un côté, on a l'impression que c'est une blessure au long cours, que physiologiquement, à la limite, on va s'en remettre, mais psychologiquement, on est mère, donc on va peut-être être un peu moins concerné vers la performance, ce qui est une hérésie totale. On a vraiment l'impression que ces règles ont été érigées par les hommes. Et en parallèle de ça, on va exhumer un sujet qui était un peu particulier, qui date des années 70-80, dans le bloc de l'Est. Et je parle, mesdames, sous votre contrôle. Figurez-vous que les entraîneurs russes ou d'Allemagne de l'Est avaient eu la très très bonne idée de se dire, voilà, on est un peu des docteurs Mabuse de la physiologie et de la biologie. On a vu que la grossesse inversait certaines hormones, d'accord, stroprogestatives, etc., etc. On sait que ces hormones-là, mises à une certaine dose, vont augmenter les performances. Il se trouve juste que, officieusement, puis officiellement, il a été mis en place une politique qui a consisté à mettre enceinte des athlètes au bon moment, de manière à ce que physiologiquement, j'appelle ça moi le dopage hormonal, que physiologiquement, elles puissent être performantes. C'est abject, mais on a vraiment l'impression qu'on est sur une règle d'homme. Alors, est-ce qu'il faut revenir jusqu'aux fondamentaux écrits à Lausanne par le baron Pierre de Coubertin, qui était exclusivement orienté sur la jante masculine pour le sport? Est-ce qu'on n'est pas justement à la croisée des chemins pour faire basculer ces choses et bien comprendre que l'avenir du sport aujourd'hui, on le sait bien, c'est le sport féminin. Moi, je l'ai découvert en allant étudier aux États-Unis. On a pris un sacré goût dans la figure parce que on arrive, moi je suis joueur de rugby. Et on me dit, ouais, le rugby, bon, c'est là-bas. Donc le rugby masculin, c'était vraiment un tout petit truc. On me dit, par contre, pour le rugby féminin, c'est les 3 terrains derrière avec le building en face. On se rendait compte que l'équipe forte de l'université, c'était le rugby féminin. Et pareil pour le soccer. D'accord ? Et ça date d'il y a 25 ans. C'est vrai que quand je suis revenu en France, ça m'a fait un peu tout drôle. Aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que, d'un point de vue législatif, et puis aussi d'un point de vue de cette tendance qui fait que le sport, contrairement aux États-Unis, en France maintenant, devient part de la culture, ces éléments mis bout à bout, ou du moins face à face, vont probablement, mettre sans maguet, je l'espère, aboutir à peut-être une législation ou peut-être à une prise de position, je ne sais pas, ou Laurence, Maryse. Je dirais déjà, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, mais je dirais que le corps féminin a toujours été l'enjeu de tout un tas de personnes qui réfléchissent le sport avec effectivement un regard d'homme. Donc effectivement, les femmes ont été utilisées, leur grossesse a été utilisée effectivement par le passé, même dans certains cas ça l'est encore. Tout comme on décide aujourd'hui, certaines, on l'a vu dans notre fédération en athlétisme, de qui est femme et qui ne l'est pas en fonction de vos taux de testostérone ou d'hormones. Ce sera le prochain sujet à la Sports Management School, j'espère. Ça
avec aussi, nos c'est amis un des autre sportifs. sujet. On en parlera ensemble. Rendez-vous au mois d'avril. Voilà, Le cas d'ailleurs de dont je Caster parle beaucoup Semenya d'ailleurs, et- voilà, dont je parle beaucoup dans, Ouais. dans le dernier livre que j'ai écrit. Donc clairement, on a toujours essayé de définir ce qu'était une femme et de quelle façon elle devait performer. C'est pour ça que je retombe sur mes pattes et je reviens sur nos grossesses. Et on a décidé il y a quelques années qu'une grossesse ne permettait pas de performer. C'était aussi con que de dire mettre une femme enceinte allait lui permettre de performer. Parce que pour avoir assisté, on a quand même été toutes les deux assez proches et assez amies avec des filles de l'Est qui ont beaucoup souffert de ça. Toutes ne performaient pas, loin de là. Et par contre, pratiquement toutes étaient cassées dans leur tête. Donc, parce que effectivement, on les avait, dans le meilleur des cas, mariées à l'âge de 17 ou 18 ans avec leur entraîneur ou avec un athlète ou quoi que ce soit. Dans le pire des cas, elles avaient été violées, donc clairement. Et ensuite, on les faisait avorter, parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas qu'elles aillent jusqu'à l'accouchement, bien sûr, hein, pour garder le bénéfice des hormones. Donc, c'était une horreur. Donc tout ça pour dire effectivement que dans un cas comme dans l'autre, on a effectivement un certain nombre d'hommes, hein, bon, il faut le dire, hein, qui ont réfléchi le sport au féminin en ne connaissant visiblement rien aux femmes et à leur fonctionnement. Aujourd'hui, on se rend bien compte, puisqu'il y a de plus en plus de championnes qui décident de faire un projet enfant comme elles décident de faire un projet professionnel et qui reviennent à un niveau très performant, que ça n'est pas un empêchement du tout, à condition de bien le penser. Ce qui est certain, en tout cas dans mon cas, ce que j'ai expérimenté quand je suis revenue en équipe de France, c'est que je ne pouvais pas faire le même nombre de compétitions et que j'avais envie de passer effectivement plus de temps avec mon enfant et que j'étais plus fatiguée physiquement. Par contre, et beaucoup d'hommes vous le disent aussi, qui deviennent pères, disent que ça les a équilibrés, qu'on devient une personne beaucoup plus sûre de soi, beaucoup plus mature. Donc les avantages peut-être psychologiques vont peut-être compenser les premières fatigues du début, comme une femme qui travaille et qui a un enfant effectivement qui se réveille 3 fois par nuit, quoi. Tout à fait. Alors justement, merci de me donner la chance de parler du couple, en fait. Du couple. Parce qu'il y a l'homme aussi qui devient père. Athlète ou athlète homme ou athlète femme, etc. Et on se rend compte juste que, comme on dit toujours, le couple, c'est un travail d'équipe. D'accord. Et en termes de travail d'équipe, Oui. les choses ont quand même changé. Enfin, je sais pas, aller dans les parcs, vous voyez bien que ces messieurs maintenant daignent pousser les bébés, les amener au parc, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement une possibilité d'inscrire, ou dans une charte olympique, ou éventuellement dans certaines lois, la possibilité de dire, voilà, on a une athlète qui, pendant sa carrière, va être enceinte, légiférer pour que l'homme fasse pousse la poussette. lorsqu'elle accouche, elle puisse lui libérer un maximum de temps, de manière à ce qu'elle puisse, par rapport à sa carrière sportive... Il manquerait plus qu'on légifère sur le couple quand même. Il me semble que c'est une histoire de couple, quoi. Ça se fait en bonne entente ou ça se fait pas. Mais Ceci dit, le congé paternel, il a fallu qu'il ait été légiféré pour que ça fonctionne. Non, mais je comprends pas. Vous voulez obliger, Ah non, pas obligé. par loi, Ah l'homme non. à s'occuper de l'enfant de la Non, sportive. j'ai pas dit obligé. Pas compris, là. Non, j'ai pas dit obligé. J'ai dit juste une possibilité, dans un cas précis, où on a des athlètes, d'accord, pendant leur carrière sportive, qui font que, en équilibre avec l'autre personne du couple, cette personne-là puisse prendre le congé à la place Oui, de vous êtes l'athlète. en train de faire référence aux pays nordiques qui, dans la vie de tous les Parfaitement. jours, prennent le congé, donc maternel. Ils prennent 6 mois et ça peut être ou pris par la femme ou pris par l'homme, ce qui n'est pas le cas pour l'instant en France. Donc c'est ça. Oui, pourquoi pas. Mais par contre, je sais qu'il y a des choses qui se passent en ce moment au niveau du retour à la compétition des sportifs de haut niveau. Preuve en est, lorsque tu parlais, donc Maryse, donc de retour à la compétition au plus haut niveau, Maryse en est la preuve vivante. Et il y a actuellement, en ce moment, il y a quand même Estelle Mosley-Yoka qui est revenue très très fort, qui à nouveau va être maman. La même chose avec Sarah Ouramoun. Avec Sarah, la même chose avec plein de monde. Et elle est en train de discuter avec notre ministre, donc Roxana, pour voir de quelle manière est-ce qu'on peut faciliter la vie d'être sportif de haut niveau et mère. Voilà, c'est donc faciliter les choses. Après, est-ce que ça passe par ça? Est-ce que ça passe par autre chose? Je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais c'est ni plus ni moins ne pas faire. Enfin, ça, c'est ma position.
ex-sportive, c'est ne pas faire état d'être sportif de haut niveau et de faire quelque chose. Eh ben, on est à part. C'est comme si, je suis d'une autre religion, donc je suis à part. C'est comme si je suis en situation de handicap, je suis à part. C'est continuer dans le cours de la vie de manière à ce que les choses se passent le mieux possible et dans les meilleures conditions. Je trouve que c'est ça la question. Mais Il n'y a pas qu'un problème juridique, je suis totalement d'accord. C'est une question aussi de mentalité aujourd'hui. Le fait d'être mère, c'est pas quelque chose de normal aujourd'hui pour une sportive de haut niveau. Et c'est la perception qui n'est pas bonne. Quand on prend le cas justement d'Allyson Felix, dans son cas précis, il n'y a pas de texte juridique. C'est le fait que Nike soit, on va dire, incriminé par les fans, sur les réseaux sociaux, qui provoque que Nike décide de supprimer cette clause de bonus, justement pour répondre à cette difficulté rencontrée avec cette sportive. Et ce qui est important, c'est de savoir que le droit peut faire bouger les choses, mais les mentalités aussi permettent de faire bouger le droit. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. On a eu une première étape qui était très, très intéressante avec tout ce qui va concerner la période prénatale, puis la période de congé maternité. Mais le problème, c'est le retour justement à la compétition. À partir du moment où on n'a pas une sécurisation d'un point de vue financier et juridique des sportives, aucune sportive, presque aucune en tout cas, ne va prendre le risque justement de s'exposer. Puisque oui, en même temps, si je peux me permettre, on ne peut pas avoir cette sécurisation d'un poste. Je pense notamment au sport d'équipe. Enfin, le sport, c'est la compétition avant tout. Je pense que, personnellement, quand j'ai choisi d'avoir un enfant, je savais aussi les risques que je prenais, à savoir celui de m'exclure de l'équipe de France et qu'il faudrait que je travaille super dur pour revenir en équipe de France. Quand on parle de sécurisation, je parle par exemple dans le domaine juridique, notamment des avocats, ça arrive constamment que des collaboratrices qui sont indépendantes, un des associés dit oh non, elle est enceinte. Et quand elle revient, elle est virée le lendemain. Oui, et quand on parle de sécurisation, c'est qu'à un moment donné, qu'on puisse faire un rapport à une personne qui est renvoyée pour des raisons strictement professionnelles et une personne qui est renvoyée pour des raisons qui sont personnelles, et notamment la situation de. Il y a la dimension enceinte. sportive à rajouter là-dessus. Peut-être, alors ça c'est une question que je pose parce que j'ai quand même peut-être raté quelques épisodes juridiques. Notamment, je pense au sport d'équipe plus spécifiquement, parce que le sport individuel c'est encore autre chose. On doit gagner sa propre place. Mais dans les sports d'équipe, quand un sportif est blessé dans beaucoup de sports d'équipe, ou quand même, mettons dans le football, quand des sportifs africains vont jouer la Coupe d'Afrique des Nations, on a droit à un joker médical. Je ne suis pas sûre qu'on ait droit à un joker crèche. Et ça paraît idiot ce que je suis en train de dire, mais ça l'est pas. C'est-à-dire qu'on devrait, les clubs devraient pouvoir avoir un joker crèche. J'ai ma pivot qui est enceinte. Est-ce que je peux, pendant un certain temps, signer un petit contrat avec quelqu'un qui n'est pas destiné à rester dans le club, mais à remplacer effectivement. Ça peut paraître idiot, mais pourquoi? Encore une fois, pourquoi pas? C'est un gouffre. Je sais pas, juste une idée comme ça. Peut-être que ça existe déjà, j'en sais rien. Peut-être que des clubs le font spontanément, mais je ne suis pas sûre, en tout cas, que ça soit inscrit dans le règlement. Moi, j'ai été footballeur pendant une dizaine d'années, et je me suis interrogé récemment parce que j'accompagne deux sportives, notamment deux footballeuses qui évoluent en équipe de France, mais également au Paris Saint-Germain et à Bordeaux. Et je me suis posé une question. C'était de savoir, notamment au moment des transferts, puisqu'on a eu quelques transferts, des mutations d'un club à un autre, si au moment de la visite médicale, on avait considéré qu'elle était enceinte. Le fait de refuser la signature, qu'est-ce que ça aurait provoqué? C'est des vrais sujets. C'est pour ça qu'on parle justement de le fait de savoir comment une personne, justement, on peut lui permettre juridiquement de tomber enceinte en donnant tous les droits. Si vous êtes enceinte, vous avez maintien de salaire, maintien sur la liste de sportifs de haut niveau, etc. Mais au moment justement où on a ces visites médicales qui vous permettent de passer dans un statut professionnel ou de changer, d'évoluer dans un nouveau club qui vous permet justement d'avoir une rémunération beaucoup plus intéressante et un statut beaucoup plus intéressant, comment on peut contrer cela? Justement, ça devient des vrais sujets importants, des vrais sujets intéressants, puisque on le voit chez les hommes où il y a une visite médicale qui n'est pas validé parce que problème de genou, problème de cheville. Mais un club qui va inventer peut-être un prétexte d'une blessure de cette joueuse, alors que c'est une question totalement différente et c'est notre sujet d'aujourd'hui, là ça devient vraiment une problématique. Et c'est vrai que c'est des sujets qui sont aujourd'hui mis de côté. Encore une fois, je reviens dessus parce que les règles, par principe, au départ, elles sont édictées pour des hommes. Et c'est là qu'on doit avoir une évolution tant d'un point de vue mental que d'un point de vue juridique, mais l'un ne va pas sans l'autre, c'est totalement impossible. Et on le voit dans les autres pays, le meilleur exemple, c'est les pays nordiques. On peut voir aux États-Unis où, justement, un scandale provoque une évolution, soit au niveau des pratiques des sponsors ou des clubs ou des institutions,
soit une évolution juridique qui va accessoirement suivre l'évolution justement des mentalités. Et il est là le vrai sujet. C'est de savoir est-ce que les personnes qui décident, les personnes qui font évoluer le texte, les personnes qui sont au sein des clubs sont prêts à évoluer justement sur ce sujet. Pour ça, peut-être faudrait un petit peu plus de parité au niveau des directions. Et là, peut-être, on aura des décisions et des positionnements qui seront différents. Et c'est un sujet aussi qu'on a chez les avocats. C'est un autre débat, justement, sur la place des femmes dans les directions et dans les femmes, où sont les femmes dirigeantes. Mais je voudrais rebondir, en fait, sur l'aspect juridique. Et tout à l'heure, on parlait de congé maternité. On en parlait, justement, avec Jessica Ouara, qui est ancienne footballeuse professionnelle, aujourd'hui consultante à Canal+. À l'heure actuelle, en fait, il n'y a aucune joueuse française professionnelle qui a passé le cap de la maternité. Donc aucune, il y a peut-être 2 joueuses en D1 féminine, et encore, il y en a une qui n'est pas encore professionnelle, et l'autre qui n'est pas encore vraiment prête à porter la grossesse. Mais pourtant, elle en parle. Mais sinon, les footballeuses n'en parlent vraiment pas. Et si en France, en fait, les joueuses professionnelles de football ne sont pas encore vraiment lancées dans le projet, c'est que le foot, peut-être pire qu'ailleurs, en fait, il y a le cadre juridique. En fait, la situation est compliquée, et que dans les textes, il y a un très très grand vide juridique. Par exemple, elle me disait le congé maternité, parce qu'elle a passé le cap, elle est enceinte, elle va accoucher, j'espère, dans les jours ou les semaines à venir. Le congé maternité exige généralement que pour le dernier mois et demi avant l'accouchement pour une femme dans le monde du travail, si tout se passe bien. Or, dans le football, qui est quand même un sport de contact, et donc à risque pour la grossesse, forcément, la footballeuse doit arrêter bien avant le 7e mois et demi de son activité. Sauf que là où est le vide juridique, c'est là où il apparaît finalement, la footballeuse, en fait, elle peut, pendant les 7 premiers mois, se retrouver en arrêt maladie. C'est même pas un congé maternité, c'est un arrêt maladie. Et se léser, du coup, d'une partie de son salaire. Donc il y a un vrai vide juridique à ce point de vue-là, en fait. Bah oui, parce il faut vraiment revoir ce côté-là. Est affilié à un contrat professionnel. Parce que autrement, d'un point de vue institutionnel, et là je parle vraiment institution, ministère des Sports, etc., la mise en liste se fait tous les mois de novembre, ce qui est différent d'être sportif professionnel. La mise en liste se fait chaque année au mois de novembre, et à partir du moment où vous déclarez que vous êtes enceinte, eh bien c'est le directeur technique national qui peut vous prolonger sur la liste de sportifs de haut niveau pendant encore 1 an. Mais on dit bien il peut. Qui peut. C'est à discrétion. Et dans le texte, c'est marqué il peut. C'est pas fait il doit, c'est il peut. Laurence, qui l'a déjà fait? Je crois que chez nous, ça se fait maintenant. Oh bah oui, Ouais. nous c'est très très La fréquent. blessure est traitée. Avant, c'était Oui, pareil. On était blessé, on sortait aussi de la liste de sportifs de haut niveau. Maintenant, il y a une protection quand même d'un certain nombre de mois. Mais c'est vrai que mais ça se fait on parle quand même d'un vide systématiquement. juridique. Oui, On oui. ne devrait pas avoir à dépendre du fait du prince quelque part. Il faudrait qu'il y ait la prise en compte de la spécificité sportive. Encore une fois, ce qui a été dit là, à savoir que le congé de maternité, c'est 6 semaines avant l'accouchement. C'est pas applicable au sport, clairement. Et ça, c'est dans le code du sport. Alors là, je vois qu'il y a quelques étudiants. J'avais juste pris une référence pour vous. Dans le code du sport, article R 221-8. Voilà ce qui existe au niveau institutionnel. Mais ça, j'ai faut le l'impression, sortir. et encore une fois, merci Maryse d'avoir cité la jurisprudence prénatale parce que, de la société qui vous est arrivée, parce qu'aujourd'hui on se dit quelle est la solution. On voit bien que d'un point de vue législatif, c'est pas si évident. Alors, on peut imaginer si aujourd'hui il y avait une athlète un petit peu comme vous qui avait ce sponsoring. On en aurait fait, je dirais, en parallèle de la performance sportive, un storytelling. Il y aurait eu un... Pas forcément. En l'occurrence, on parlait d'Alison Félix, qui est une immense championne, qui est une star. Donc, on pourrait en faire un storytelling, effectivement, sur une Estelle Mosselli qui est en train de devenir une véritable star en France. On ne peut pas le faire avec n'importe qui. Des jeunes femmes qui tombent enceintes et qui se font lourder par leur sponsor, je pense qu'il y en a à peu près tous les jours et on ne le sait pas. Et si justement, c'était pas le sponsor qui, de son côté, prenait le relais du moment entre guillemets de latence sportive qui fait que la personne doit accoucher et pourrait relayer l'image de cette on ne peut pas obliger un sponsor, un privé à se substituer au droit, tout simplement. On ne peut pas obliger un sponsor à faire le relais. Prenons Prénatal il y a quelques années de cela. Oui, mais ils y voyaient un intérêt assez... Ils en voyaient non, mais justement, je mets le doigt dessus. Ils y voient un intérêt. Ils auraient eu les réseaux sociaux. Je suis intimement convaincu que l'image de la sportive Maryse Evangépé aurait été totalement différente et en tout cas aurait touché des populations qui naturellement n'allaient pas au stade. Donc quelque part,
Et c'est aux sponsors qu'il faut poser la question, parce qu'il manque un petit peu de jugeote, ou peut-être simplement de créativité. Il y a forcément quelque chose à imaginer pour accompagner, parce que... Ça commence, on le voit notamment, je reviens à Estelle Mosley, par exemple, qui est en train de faire, qui a choisi sur ses réseaux de faire des leçons pour la femme enceinte sportive qui veut rester en activité. Elle en a même fait un livre, Maman sportive. Tout à fait, et c'est marketé Adidas, son sponsor. Voilà. Donc effectivement, il y a certains sponsors qui sont intelligents et qui ne voient plus la femme enceinte comme étant un incident de parcours, mais qui le voient comme étant quelque chose qui peut leur amener un autre type de public. Parce que effectivement, pour ne parler que des équipementiers, aujourd'hui, un équipementier ne fait pas que vendre des chaussures de sport ou des chaussures de running. Il s'intéresse évidemment au marché de la femme, qui pendant un certain temps ne les avait pas intéressés, mais ils se rendent compte qu'il y a vraiment une véritable économie de ce côté-là, tout comme il s'intéresse au marché de l'enfant. Donc, bien sûr qu'il y a cet intérêt, mais au-delà de l'intérêt de certains sponsors, qu'on ne peut pas leur dicter, mais qu'on peut leur suggérer, évidemment, je pense malgré tout qu'au niveau étatique, on a le devoir de combler certains vides juridiques à l'heure actuelle, il me semble, parce que toutes les jeunes femmes sportives de haut niveau n'ont pas des sponsors, pas toutes, loin de là. On sait aujourd'hui qu'un tiers des qualifiés olympiques sont des gens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, il faut le rappeler quand même. Donc ces gens-là, bien évidemment, n'ont pas de sponsors. On a tout un tas de champions olympiques qui vont être lutteurs, qui vont être judokas, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Donc ceux-là, quand on leur dit est-ce que ton sponsor va prendre en charge ta grossesse, ils vont répondre quel sponsor, déjà, à la base. Donc je pense qu'il faut s'occuper quand même du juridique. Il n'y aurait pas l'idée justement peut-être de développer un fonds qui serait justement destiné à soutenir... Avec quels sous? Qui le fait, ce fonds? Vous, moi? Les réseaux, les cagnottes en ligne bien sûr, il y a plein de... Je pense que la première des choses... Au niveau des compétitions internationales, il y a quand même suffisamment de revenus qui sont redistribués aujourd'hui avec l'explosion des droits télé, etc. Donc je pense que nécessairement... il y a une possibilité. Parlez-en au sport féminin, non, je crois pas. Honnêtement, je pense que la redistribution est pas si équitable. Il faut être plus optimiste aussi. Parce que je suis optimiste, mais je pense malgré tout que le premier des optimismes, c'est le gouvernement. Enfin, encore une fois, on a des politiques qui choisissent leurs orientations politiques. Le fait de mettre moins de 1% du budget sur les sports, déjà, c'est une orientation politique. On a une belle idée déjà de ce que représente le sport en France. Mais aujourd'hui, où on a des Jeux Olympiques qui arrivent en France, je pense qu'on peut avoir un État qui soit un peu plus moteur sur le sport féminin et qui peut-être entraînerait les entreprises, parce que quelque part, tout est intermêlé. C'est-à-dire que quand un gouvernement choisit de pousser une certaine politique, le milieu privé va aussi s'en emparer. Donc je crois que la première des démarches, elle est là, il me semble. Justement aujourd'hui, je pense que la partie publique, bien sûr, elle doit jouer son rôle, mais aujourd'hui, on a plutôt tendance à avoir le public qui ressort un petit peu et qui laisse la place un petit peu plus au privé. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que le privé, aujourd'hui, doit jouer un rôle aussi important. Et c'est pour ça que dans notre cas précis, où on parlait justement de Nike, quel était bien sûr que tous les sportifs, toutes les sportives n'ont pas de sponsor qui peut les accompagner, notamment dans le cadre d'une grossesse ou autre. Mais dans ce cas précis, c'était quoi l'objectif? C'était de créer un précédent. Si on n'a pas de précédent, il n'y a rien qui bouge. Et si ce ne sont pas les athlètes, les sportives les plus reconnus qui créent ce précédent, il n'y a rien qui bouge. On va dire, on peut prendre le sportif lambda, il n'y a rien qui bougeait. Et là, dans ce cas précis, on a bien une sportive qui dit, je crée un précédent. Et le précédent, c'est quoi? C'est une clause qui est supprimée des contrats, de tous les contrats Nike, et qui ne concerne pas seulement Allyson Felix, mais qui concerne l'ensemble des sportives. Alors, ça veut dire qu'une sportive qui gagnera peut-être 1 000 € ou 500 € et que 70% sera indexé sur ses performances, cette clause n'existera plus. Et ça, c'est important. Elle est là, l'évolution. Elle vient aussi du privé. Bien sûr, le public doit jouer son rôle. Mais le privé, ça vient aussi des sportifs qui doivent véhiculer cette image qui est importante et aussi se battre et combattre justement ces différentes situations qui peuvent exister. Oui, c'est tout à fait vrai. Simplement, c'est un peu compliqué combattre déjà les différences de salaire entre les hommes et les femmes, puis ensuite combattre pour la grossesse. Puis au bout d'un moment, sincèrement, on finit par le podium olympique, il s'éloigne, hein, très clairement, ou la Coupe du Monde, elle s'éloigne, parce qu'on est toujours sur X combats. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Après, quand vous me dites il y a de l'argent et c'est le milieu privé qui doit redistribuer,
Ça se saurait, encore une fois, si le sport féminin était soutenu comme le sport masculin, ça se saurait si le handisport était soutenu comme le sport valide. Il y a tout un tas de choses où tout d'un coup, oui, dans le meilleur des mondes, effectivement, une entreprise très riche, je prends l'exemple du football, qui quand même est fournisseur de richesses énormes, il n'y a pas forcément de redistribution ni sur le milieu amateur, ni sur les femmes, ni sur le handisport. Je vous rejoins totalement là-dessus, et notamment sur tout ce qui va concerner la commercialisation des droits télé, sur la Ligue 1 qu'on va retrouver, sur la Coupe du Monde hommes. Et justement, il y a eu un gros débat avec les sommes qui étaient redistribuées à la Coupe du Monde féminine. C'était un gros sujet lors de la dernière Coupe du Monde. Et je suis totalement d'accord avec vous. Et il y a une évolution en ce sens-là. Et c'est pour ça que justement, c'est un sujet qui, pour moi, est primordial, puisque là, on ne parle plus de public, on parle d'associations qui sont plus pour moi des associations, mais qui sont des multinationales, parce qu'aujourd'hui, on peut prendre le cas de la FIFA, je pense qu'elle est plus puissante que la moitié des États au monde, donc ça, c'est important de le comprendre, mais il y a aussi des débats à mettre en place, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, justement, des discussions qui permettent une évolution des mentalités, et qui ne soient pas seulement des mentalités d'hommes et de femmes, puisqu'on l'a vu, mais aussi des personnes qui vont digérer, qu'ils soient hommes ou femmes, qui soient justement... Oui, non, mais là, je pense qu'on est complètement d'accord, on l'a vu avec le combat des Américaines qui viennent de gagner, justement, devant les tribunaux, puisqu'elles ont les footballeuses américaines ont assigné leur fédération devant les tribunaux pour inégalité salariale, alors même qu'elles étaient sélectionnées à la Coupe du Monde, ce qui est difficile à imaginer en France, parce que je pense qu'en France, des footballeuses qui assigneraient la fédération de football devant les tribunaux, je suis pas sûre qu'elles seraient sélectionnées en équipe de France. Aussi, là, justement pour le salaire minimum. En tout cas, elles ont gagné, effectivement, et la fédération américaine va devoir s'exécuter et mettre des primes pour le titre de champion du monde qui soit au moins égal aux hommes et aux femmes. Sachant que les hommes n'ont jamais été champions du monde. Soit dit en passant. Ça, c'est dit. Ça, c'était le tacle de Maryse. Non, c'est pas un tacle, c'est un simple constat. Les femmes l'ont été 4 fois et elles avaient des primes bien inférieures à celles de leurs homologues masculins. Je voudrais revenir sur la garderie de l'INSEP. La crèche. La crèche, c'est à peu près la même chose. Il y a combien de personnes maintenant dans cette crèche? Pardon? Il y a combien de personnes maintenant? Combien d'enfants? J'ai pas le chiffre exact, mais il doit y avoir une bonne vingtaine de piou-piou. Wow. Quand ils vont manger à la restauration, c'est mignon. Et d'où c'est venu? C'est une vraie demande des athlètes. Ouais. Est-ce que des clubs ne devraient pas un peu s'inspirer justement de faire davantage de crèches? Ça donnerait peut-être plus envie aux sportives aussi d'être mères. Si alors ça peut être certainement. Moi, je peux parler que pour l'INSEP parce que donc je représente l'INSEP et c'est vrai que c'était l'époque où nous avons été mamans avec Maryse. Donc c'est vrai, il y avait cette problématique, c'est-à-dire que lorsqu'on va s'entraîner, on est sur la piste et puis on sait que on ne sait pas déjà trop comment faire garder le petit ou la petite. Et quand on est à l'entraînement, eh bien, on coupe. Moi, je parle de moi. On coupe sa récupération. Moi, j'étais coureuse de 400 et on coupe sa récupération parce qu'on se dit ah non mais je peux pas le laisser plus longtemps chez la nounou quand même, c'est pas possible. Donc il y a plein de choses qui se mélangent dans la tête quand on est maman et quand on continue à être sportif. Donc ça, c'était cette volonté avec les résultats exceptionnels de Maryse, etc. Elle a eu une force de frappe et une force de conviction qui a fait que cette crèche est arrivée. Donc c'était chouette. Après, moi je me suis posé la question lorsque je suis venue ici de savoir le nombre d'enfants, de sportives et de sportifs, parce que bien souvent ils sont en couple à l'INSEP, étaient gardés en fait au niveau de la crèche. Et en fait, je m'aperçois qu'il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. De toute façon, légalement, parce que tout ça, c'est aussi en proie à la loi, on ne peut pas les accueillir avant l'âge de 2 ans. Parce qu'il y a halte garderie, il y a crèche, il y a système mis en place par les parents. Nous avons une crèche, donc on ne peut pas mettre les enfants avant l'âge de 2 ans. Ça veut dire quid de la question? Que se passe-t-il après 2 ans? Entre un jour, même avant entre 1 jour et 2 ans. C'est-à-dire que là, il faut le faire garder, ce piou-piou. Donc sur la phase très, très importante de la reprise du sport par la sportive. Il y a la problématique de l'allaitement, il y a la problématique pour celles qui veulent allaiter, il y a les problématiques des gardes, etc. etc. Et c'est là où il y a une véritable... souvent, en tant que sportif de haut niveau, il y a des dilemmes quand même. Et c'est bien souvent encore, il me semble... c'est la débrouille. Et c'est quand même la débrouille. Quelles sont les solutions aujourd'hui? C'est les copains, la famille? Les copains, la famille, les nounous. Et comme le disait très bien
Donc Maryse, si vous avez lu le rapport Caraquillo, il y a de toute façon, quand on parle de sportifs et sportifs de haut niveau, ils sont vraiment en dessous du seuil de pauvreté et qui n'a rien à voir avec les sports professionnels. Donc quand on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on veut performer, qu'on veut aller chercher une médaille olympique, on fait comment pour faire garder on peut pas son les petit faire ou sa garder, donc petite? c'est vraiment la démerde. Enfin, nous Voilà. c'était n'importe quoi. Mais- On avait vraiment les enfants dans la salle de muscu, quoi. C'est ça. Mais Bon, il y a c'est pas cette très hygiénique. opportunité, c'est bien souvent cette ce qu'on chance à voit aussi l'INSEP. sur les réseaux sociaux, les témoignages de sportifs. Je repense à Laura Gloser qui, pas plus tard que ce matin, a mis une vidéo où elle était, c'était sur Twitter, où elle se mettait justement en salle de sport et il y avait aussi sa fille avec Oui, elle. bah oui, bien Donc sûr. c'est un vrai sujet encore aujourd'hui. Je pense Mais que ma qu'est-ce fille a ramassé toutes les fleurs de l'INSEP et je l'ai dégoûtée du sport d'ailleurs, la première. Mais c'est vrai que vraiment, l'INSEP a mis ça en place et c'est quand même, il faut quand Ouais, même le c'est remarquer. vrai que c'est une bonne question. Est-ce que avoir des enfants à proximité tout de suite de l'univers sportif de performance et de compétition rend les enfants plus sportifs? Chez vous, Maryse? Je crois que tous nos aînés en font pas. Enfin, en tout cas, pas d'athlétisme. Le mien, Le fils de Laurence Billy fait du hand. elle fait du hand. Ouais. Et Voilà. moi, ma fille aînée, non, le sport, là, vraiment pas Voilà. du tout. Je crois, et pourtant, je l'ai emmenée partout dans le monde. Elle, Sur tes vraiment, 4 enfants, c'est celle que j'ai le aucun plus n'est emmenée. sportif. Si, la troisième, qui ne m'a pas connue sportive, qui ne savait pas que je faisais du sport quand il a fallu qu'elle arrive au club d'athlètes, qu'un jour elle devienne championne pour qu'elle réalise que sa mère avait fait un truc comme ça aussi, mais elle ne le savait pas. Mais les premiers, les aînés, je pense qu'on les a bien dégoûtés quand même. Hein. Puis ils ont connu toute l'équipe. Enfin, moi, tout mon groupe d'entraînement a gardé ma fille. C'était vraiment 3 hommes et un couffin. J'étais en compétition en Allemagne. J'avais le copain qui m'appelait. Qu'est-ce que je fais? Elle arrête pas de pleurer. Enfin, c'était très compliqué. J'ai des souvenirs. Maintenant, ça me fait rire. À l'époque, quand vous êtes à l'autre bout du monde et que le copain vous dit « Elle a 42 fièvres, qu'est-ce que je lui donne ?» Je dis « T'appelles le toubib ?» Donc, c'était un peu compliqué quand même. C'était un peu compliqué. Mais ça, c'est pas que la problématique d'être sportive de haut niveau et mère, c'est aussi être sportive de haut niveau et père aussi. Oui. C'est-à-dire que moi, mes enfants, leur papa était donc international d'aviron, et ben c'est pareil. Hein, ils n'ont pas fait plus d'athlètes que d'aviron parce que de les trimballer sur les bassins, etc. Au bout d'un moment, ça fatigue, quoi. Et puis toujours faire attention qu'ils tombent pas dans l'eau, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà. On peut vraiment appeler ça du sportif tout-terrain. Ouais, c'est ça. Il faut se débrouiller sur tous les canaux. Donc, quelles seraient les solutions selon vous? Est-ce qu'à l'INSEP, vous réfléchissez justement à apporter d'autres solutions autres que cette petite... faire une autre garderie? Alors, à l'heure actuelle, donc, il y a bien évidemment la crèche. Il y a aussi ce que je vous ai pas dit. Nous avons quand même, entre guillemets, l'experte sur l'ensemble du territoire en gynécologie et sur la problématique de sportifs de haut niveau et maman, en plus, qui s'appelle Carole Maître. Donc, vous pouvez aller voir tous ces écrits. Donc, il n'y a pas de choses spécifiques. C'est la bonne volonté et c'est l'envie de la sportive d'aller vers ça. Donc, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Après, je suppose que notre direction générale réfléchit aussi à d'autres choses. Je sais que donc notre directeur Gani Yalouz est quelqu'un de très ouvert et qui est très conscient des difficultés des sportifs et des sportives de haut niveau, parce que lui-même très grand champion. Lui-même a été athlète. Voilà, oui, médaille olympique quand même, faut le dire. Donc ils réfléchissent. Après, il y a des chantiers qui sont également prioritaires, mais le mérite d'avoir une crèche, peut-être aussi le faire savoir, parce qu'aujourd'hui, en t'entendant parler, je suis pas sûre que les athlètes sachent qu'il y a une crèche. Si, ils le savent. Alors peut-être. Et l'amplitude horaire aussi de la crèche. En fait, c'est l'amplitude. C'est le matin matin à partir de 8h et il faut aller chercher à 18h. Ouais, donc bien souvent les entraînements. sont Mais parce que la crèche fonctionne avec un cadre législatif, un cadre légal. On ne peut pas faire autrement. Donc c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on ne voit pas cette spécificité du sport. Alors pour en revenir au club, alors toujours pareil, si on est au PSG, éventuellement le PSG peut mettre une crèche en place. Quand vous êtes à Noisy-le-Grand ou à Créteil, je suis pas sûre qu'ils aient les moyens de mettre une crèche en place ou qu'ils aient les moyens de faire ce qui se passe par exemple sur les tournois de tennis où il y a effectivement des garderies sur les tournois de tennis. De tout temps, ça a été comme ça, mais on est quand même sur une autre économie. Après, c'est pas forcément très bien vu. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de garderie sur un village olympique. Mais c'est pas normal, quelque part. Quand on réfléchit, mais c'est totalement anormal, parce qu'il y a énormément... Oui, le prochain bastion, il est là, parce que qu'on n'amène pas... Pendant très longtemps, déjà, on met son conjoint en compétition. Ouh là là, qu'on laisse les femmes à la maison, les mecs à la maison, et chacun sera bien gardé. Donc ça c'était très, très, très mal vu.
Et je comprends en plus qu'on ne puisse pas emmener son conjoint dans un village olympique. Un village olympique, c'est fait pour être avec des athlètes olympiques. Mais par contre, dans ces athlètes olympiques, il y a des mères de famille avec des enfants maintenant de plus en plus en bas âge. Parce qu'effectivement, une sportive qui a repris, je vois ma sœur, Monique, qui était en équipe de France 8 mois après la naissance de sa fille. Donc un enfant de 8 mois, on peut encore l'avoir au sein. Donc a priori, à moins de sortir du village tous les jours et de congeler son lait, c'est quand même compliqué. Mais ça, sont des choses qui... Alors, dans un village olympique, il y a une église, il y a une mosquée, il y a un temple, il y a tout ce qu'il faut pour pratiquer son culte, mais il n'y a pas de crèche. Et justement, qui va s'opposer à une évolution comme ça? C'est plutôt des Je pense personne. J'étais en train d'y penser tout d'un coup. Je me dis, tiens, il y a encore une bataille. Je pense personne. Je pense que c'est simplement. Il faut y penser, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est simplement quelque chose. C'est tellement une grosse machinerie. Mais je ne crois pas que quiconque puisse s'opposer, puisque de toute façon, maintenant, il y a un allongement vraiment substantiel de la durée de la vie de sportifs et sportives de niveau. C'est-à-dire qu'avant, ça s'arrêtait. Tel que le disait Marie, on était enceinte, pof, ça s'arrêtait. Maintenant, ça va bien au-delà de 30 ans. Donc, avant, à 27, 28 ans, une carrière d'athlète était terminée. Aujourd'hui, non, pas du tout. Maintenant, 32, 33, 34, et même au-delà. Et c'était très mal vu, puisque moi, quand je suis revenue en équipe de France, où ma fille avait un peu moins d'1 an, le père de mes enfants travaillait pour la fédération, il était speaker sur le stade. Et quand on est revenu en équipe de France, donc tous les deux, lui sur le stade et moi en tant qu'athlète, c'était pour un match international France-Russie, États-Unis, à Villeneuve-d'Ascq, je me souviens. Et à l'hôtel, j'avais donc emmené mon bébé, forcément. On m'a fait payer la chambre. Voilà, parce qu'il y avait un enfant dedans. Donc c'est la fédération qui m'a fait payer la chambre. Aujourd'hui, je pense que ça ne se ferait plus du tout et qu'il n'y a aucun souci à voir les enfants d'athlètes arriver à l'hôtel ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'officialisé. Parce qu'il reste très nombreux, enfin très peu nombreux finalement, les athlètes qui ont des enfants. Oh, ça rentre pas dans les cases. Ça rentre pas dans les codes. Non, il y en a beaucoup. À l'INSEP, ils sont maintenant. Alors, c'est peut-être parce que maintenant. Je pense aux femmes, mais c'est vrai que. Oui, mais il y en a de plus en plus. Enfin, à l'INSEP, non, mais par contre, nous voyons aussi les sportifs avec les enfants. Par exemple, je pense à Benjamin Compaoré. Il est à l'entraînement tous les jours avec les piou-piou. Alors, il a sur le COSI, il en a un, il en a une dans le bac à sable, l'autre qui court de partout, qui passe des haies. Oui, il y en a de plus en plus. Et on a toujours. Ladji, on a toujours vu sa fille. Aladji Doucouré, donc il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai que bon, l'INSEP aussi, c'est quand même une partie, c'est une partie de la carrière de sportif de haut niveau qui est pas courte, mais nos sportifs ne restent pas 20 ans à l'INSEP. Donc lorsqu'ils partent de l'INSEP, parce que tout le monde a envie de prendre son envol et de vivre en autonomie de vie ou de femme, mais ils continuent, surtout les femmes, elles continuent à être sportives de niveau, mais en dehors de l'INSEP. Donc on ne voit pas les enfants, mais elles le sont. Je pense à Automne Pavia, je pense à Anne-Sophie Mondière. Et ben, elles étaient sorties de l'INSEP en tant qu'interne, mais elles étaient mamans. Donc voilà. Mais si les championnes et les champions n'hésitent plus désormais à faire des enfants pendant leur carrière, et de plus en plus, comment on peut expliquer que le cadre juridique et que tout l'écosystème ne suivent pas dans le même rythme finalement? Vous avez 1 heure. Déjà, non, vous avez 5 minutes. Je pense que premièrement, il faudrait qu'il y ait ce qu'on explique un petit peu dans ce sens-là, comme des précédents, des personnes qui osent justement attaquer. Voilà. À un moment donné, il faut quelqu'un qui dise qu'il n'est pas content. Absolument. Dans le milieu du foot, et du sport de manière générale, c'est assez rare qu'on ait des personnes qui décident d'attaquer soit l'employeur, soit leur prestataire, soit leur sponsor. Pourquoi? Par peur d'être entre guillemets, blacklistée, taxée comme une personne qui est contentieuse et de ne pas retrouver d'autres sponsors. Et donc, c'est aussi un tabou d'attaquer son partenaire qui en général vous finance. Donc, ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'après, même si on a des textes, il faut qu'il y ait des sanctions. Et des sanctions qui servent d'exemple, qui poussent justement à ne pas recommencer, qui poussent à respecter les textes en vigueur. Quand on parle justement de laisser la possibilité à une sportive d'être enceinte, il faut naturellement qu'on ait de l'autre côté des employeurs ou des prestataires qui se comportent à l'inverse, qui ne permet pas cela, qui puissent être sanctionnés, dénoncés, sanctionnés, et ensuite que ça serve d'exemple. Ça, c'est vraiment important, parce qu'on peut avoir des textes, mais si on n'a pas de sanctions derrière qui sont en plus efficaces, ces textes-là ne servent à rien. Je pense que la première étape, vous l'avez dit, c'est avant tout des championnes et des champions, d'ailleurs, puisque les pères aussi peuvent avoir leur part de revendications qui expriment un mécontentement. C'est très délicat à faire. On l'a vu récemment, je ne dirai pas son nom puisqu'on est filmé, mais une de nos championnes qui venait d'avoir son 2e enfant et qui était qui arrivait en fin de contrat avec un équipementier qui n'a pas renouvelé
alors qu'elle prépare de nouveaux Jeux Olympiques. Certaines personnes ont essayé de prendre sa défense et de dire c'est pas normal, etc. Elle n'a jamais incriminé, n'a jamais dit que c'était à mettre sur le compte soit de son âge, soit de sa seconde grossesse ou quoi que ce soit. Elle a remercié son sponsor et elle en a cherché un autre qu'elle a fini par trouver. Mais c'est toujours très délicat effectivement de monter au créneau pour la raison qu'on a évoquée, à savoir la peur d'être ostracisée et d'être blacklistée comme étant l'emmerdeuse. Voilà, après, il y a quand même de plus en plus d'athlètes qui se mobilisent ensemble pour dénoncer quelque chose. Récemment, il y a eu la lettre. Quelques-uns. Oui, ça reste minime, mais est-ce qu'il ne faudrait pas le faire aussi sur ce volet-là, finalement? Généralement, on le voit plutôt en fin de carrière ou plutôt des sportifs qui sont quand on n'a plus rien à, quand on n'a rien à perdre. Et puis souvent on dit nul ne plaide par procureur. C'est très difficile de se défendre soi-même et d'aller revendiquer quelque chose. On a plutôt besoin justement que des personnes s'expriment pour nous. Par quand on est et puis un sportif en activité a quand même un objectif majeur pour lequel il doit garder toutes ses forces. C'est épuisant d'être centré pendant 4 ans sur un objectif olympique ou sur une Coupe du Monde. C'est très difficile de se disperser. Il y a quelques années, dans les années 2000, nous avions tenté au niveau de la fédération, au niveau des athlètes, de monter un syndicat, donc le groupement des athlètes français. On était plutôt ceux qui étaient presque en fin de carrière, donc les trentenaires en gros. Donc Stéphane Diagana, Jean Galfione, Magui Nestoré, moi-même, Stéphane Caristan, etc. On n'a pas pu le faire prendre au niveau des jeunes athlètes parce qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'encore une fois, quand on s'entraîne 4-5 heures par jour, des soins, des cours à mener, un projet professionnel, etc., on a beaucoup de mal, en plus, derrière, à essayer d'aller défendre les droits des uns et des autres. Donc c'est quelque chose qu'on fait plutôt en fin de carrière, quand finalement plus personne ne vous écoute. Donc c'est compliqué. Sauf quand on s'appelle Alison Félix ou Usain Bolt ou Marie-Josée Pérec. Voilà, s'il y a un illustre ancien ouvre la bouche, on va l'écouter. Si c'est quelqu'un qui est en fin de carrière et qui est sur la pente descendante, à cause toujours ma cocotte, tu ne nous intéresses pas, quoi. Très clairement. Oui, c'est certain. Y a-t-il une chance entre notre période où aujourd'hui on le voit, les débats sur le harcèlement sexuel, sur le MeToo, on le voit, ont laissé suggérer des questions qui avaient été tabous, et les Jeux Olympiques qui vont avoir lieu au mois d'août, est-ce que dans le laps de temps, on peut imaginer, un petit peu comme dans votre ouvrage qui s'appelle Révolte, les rebelles du sport, est-ce qu'on ne peut pas imaginer peut-être une rebelle du sport qui... Il y en a déjà. Il y en a quelques-uns. J'en profite pour faire la pub des sportifs. Je dirais qu'avec ce genre de choses, avec des magazines féminins, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs maintenant qui sortent, on a une voix différente. Avec les réseaux, on a une voix différente, une voix plus puissante. Et puis effectivement, il y a quelques fers de lance. Alors un peu moins chez nous, où la militance sportive est encore très mal acceptée, parce qu'on estime que ce sont des pauvres enfants riches, entre guillemets, qui n'ont pas à défendre tel ou tel droit, alors que je pense que militer, c'est pour tout le monde, quel que soit le milieu social dans lequel on est né ou dans lequel on évolue. Mais à l'étranger, encore une fois, il y en a beaucoup. Une Megan Rapinoe étant peut-être en ce moment le fer de lance des femmes sur un tas de sujets, sur l'homosexualité, sur le droit à l'égalité salariale, sur beaucoup de choses, mais pas que. Il y a beaucoup de femmes qui, de plus en plus, à l'étranger, bon, Caster Semenya, c'est un cas un petit peu à part, mais quand même, il y a effectivement des voix féminines qui s'élèvent, et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Il nous manque juste peut-être un petit peu plus de femmes, on l'a dit, dans les instances dirigeantes et décisionnaires. Voilà. Et pas seulement en adjointe, parce que c'est ce qu'on voit souvent, c'est qu'on a une situation qui se crée où on va voir secrétaire général ou adjointe, mais il faut justement des personnes qui puissent être des sortes d'ambassadrices, on va dire, de tout ça et toute cette évolution. C'est primordial. Existe-t-il le droit d'être mère ? Je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont participé à ce débat. On va, à partir de maintenant, vous demander si vous aviez des questions sur le sujet, peut-être intervenir sur des points que nous avons soulevés ou éventuellement ressortir des histoires ou des sujets qui pourraient corroborer les propos. Je sais que nous avons des micros HF. Voilà, merci, monsieur. Merci, bonsoir. On a un peu parlé de la performance en fait et de l'impact de la maternité sur la performance. Est-ce que pour les athlètes de haut niveau, avoir un enfant, c'est renoncer à atteindre les sommets du sport? C'est une petite mort. Est-ce qu'on sait qu'on ne va pas revenir à un niveau exceptionnel?
Non, aujourd'hui, au contraire, ça a beaucoup évolué. Disons que pendant des années, on n'avait pas beaucoup de données, donc on tâtonnait, on faisait un peu n'importe quoi de nous-mêmes. Laurence l'a dit tout à l'heure, elle parlait de la gynécologue de l'INSEP. Je date quand même pas de Mathusalem, je suis pas toute jeune, mais enfin je suis pas jeune du tout, mais en tout cas j'ai pas évolué en 1960. Mais quand je me suis arrêtée, c'était donc en 96, il n'y avait pas de gynécologue à l'INSEP encore. Donc la question de la femme, c'était un peu compliqué, et savoir qu'est-ce qu'on devait faire quand on était enceinte et comment faire pour revenir. Déjà, a priori, on pensait de toute façon, à partir du moment où vous aviez été baigné dans des hormones, le machin, c'était mort, c'était fini. Clairement, l'explosivité en prend un petit coup dans les ridelles quand même. La puissance, pas du tout. La souplesse, pas du tout. L'endurance, pas du tout. Au contraire même. C'est même renforcé, je dirais. Donc après, il y a une grosse partie de psychologique. Et comme personnellement, j'ai tendance à dire que la performance, c'est 80% de psychologique et 20% de physique, même s'il faut énormément travailler pour ces 20%, je pense que c'est tout à fait possible de revenir. Après, clairement, dans le sport que moi, je faisais, le saut en hauteur, qui est un sport où il faut avoir un certain poids, on va dire, j'en ai chié. C'était horrible. J'ai pris quand même 33 kilos à chacune de mes grossesses. Donc pour sauter en hauteur, c'est beaucoup moins facile, sachant qu'en général, 1 kilo, ça fait pas loin de 10 cm. Donc, n'ayez pas peur, 33 kilos. Non, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Je crois que j'ai jamais bouffé autant de carottes et de fromage blanc de ma vie après avoir accouché. Et mon mari, fort gentiment, avait mis une photo de moi sur le frigo avant et après. Comme ça, au moins, c'était motivant. Donc, c'était super dur. Mais quand je suis revenue, j'avais l'impression, oui, un véritable équilibre, en fait, dans ma vie. C'est-à-dire que tout ne tournait plus exclusivement autour de la compétition. Et ça allégeait énormément la pression, la tension, l'adrénaline que je pouvais mettre dans la compétition. Donc, ceci aidant, ça s'équilibrait. Après, selon les sports, ma sœur, encore une fois, faisait du 100 mètres haies, donc extrêmement explosif. Puissant, explosif, rapide, et pourtant elle est revenue en 8 mois, elle est revenue à son meilleur niveau. Donc je crois pas on a de plus en plus d'exemples de femmes qui réussissent peut-être même mieux après leur grossesse. Je pense à Mélina Robert-Michon, qui finalement a eu ses premières médailles mondiales et olympiques après la naissance de sa fille. Pareil, une stabilité, un équilibre, et puis aussi peut-être le fait de vouloir revenir vous fait travailler encore plus fort, encore plus dur. C'est Charline Picon qui disait aussi que elle, c'était beaucoup plus motivant parce qu'elle savait qu'il y a son enfant qui l'attendait. Donc c'était mentalement un que je fasse pas ça pour rien. Exactement. Oui, tout à fait. Après, l'équilibre avec le couple. De la très trop de performance quand elles sont mamans, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui prennent le pas, même si elles veulent toujours être encore plus performantes, mais c'est ce qu'on appelle le pas de côté à un moment donné, c'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas parce qu'on n'a pas fait la perf. Elles sont performantes et en plus elles sont mamans, donc elles relativisent beaucoup plus. Mais ça ne peut marcher qu'à une condition quand même, c'est que le couple soit complètement engagé dans le projet. Alors là, franchement, si à un moment donné on se retrouve avec un compagnon qui n'a pas la même vision, aujourd'hui je ne suis plus mariée avec le père de mes enfants, mais au moment où on a fait ce projet d'avoir des enfants, il a été capital. C'était même la pierre angulaire du couple, et je crois que dans le cas de Mélina, c'est la même chose. C'était vraiment, c'était lui qui gardait la petite, c'était lui qui l'emmenait en compétition pour que je la voie, pour que je sois pas, parce que c'est dur aussi quand on part en stage pendant 3 semaines à l'étranger, alors qu'on a un enfant qui vient tout juste d'être sevré, quelquefois c'est très compliqué, donc c'est lui qui l'emmenait. Il a été extrêmement présent dans la vie, dans la petite enfance de ma fille, et ce qui permet de moins culpabiliser, parce qu'il y a quand même une part de culpabilisation quand on laisse son enfant et qu'on s'en va pendant 1 mois ou 1 mois et demi pour un projet olympique ou quoi que ce soit. C'est quand même très très dur. Oui, bonjour, bonsoir, Sylvie Marchal. Je complète d'ailleurs, parce que moi j'avais posé cette question il y a quelques années à Pierre-Jean Vazel, qui a entraîné Christine Aron et qui avait dit qu'il n'y avait pas de différence et même qu'elle était meilleure. Alors certes, elle n'a pas reperformé mais pour plein d'autres raisons, mais physiquement, a priori, effectivement, ça ne change pas grand-chose. C'est même presque mieux. Donc, à mon avis, ce sera prouvé de plus en plus. Et on voit que Serena Williams gagne aussi encore beaucoup. Moi, j'avais alors, c'est pas une question, c'est que je voulais revenir quand même sur ce statut de sportif de haut niveau. Alors, pas le sportif pro, mais effectivement, tous ces sportifs qui nous représentent si bien aux Jeux Olympiques. Il y a vraiment un problème de statut encore aujourd'hui, parce qu'on parle aujourd'hui de la maternité, mais les retraites, c'est pareil. En gros, ils n'ont pas grand-chose encore comme droit. Le droit à la formation, il n'existe pas. Non. La retraite, ça vient d'être réglé. C'est-à-dire que maintenant, les années de sportifs
et sportifs de haut niveau Oui. comptent pour les points retraite. Et ça, c'est une grande avancée. À partir de D'accord. maintenant. C'est-à-dire que moi, À par partir de exemple, je peux m'asseoir dessus. Donc ça Et vient- pourtant, ça j'ai vient quand même juste, fait beaucoup de ma vie. Bah, juste, ça fait à peu D'accord. près, ça fait à peu près 3 ans. Ouais. Mais c'est pas Il n'y rétroactif. a pas de répétition. Mais c'est pas rétroactif. Ça fait 3 ans, mais oui, mais pendant ce temps-là, Que le texte est les pas- ballerines, oui, d'accord, que le texte, mais pour l'instant, c'est pas, ça n'a pas Mais été adopté. Si. Si, Oui, ça vient de passer. Une fois que le texte est sorti. Mais pendant ce temps-là, les ballerines, elles, les danseuses de l'opéra, à 40 ans, elles ont droit à une retraite. Enfin, il y a 2 poids, 2 mesures. Hein. À un moment donné, enfin, voilà. Attention de mélanger. Enfin, si je peux me permettre, les ballerines, parce que il y a une cotisation à part. C'est comme, c'est comme les avocats, Oui. etc., etc. Donc C'est pas la même caisse. C'est pas la même caisse. Attention, ne Oui, mais confondons pourquoi il pas. n'y aurait pas une caisse Oui, pour les mais sportifs? alors, Enfin, si je peux me permettre, j'ai quand même expérimenté l'époque Exactement. où j'étais rémunérée donc, par mon club, par Nike, où on payait, si tu te souviens bien à l'époque au niveau de l'imposition, on payait de la taxe professionnelle. Mais par contre, pas droit au chômage, pas droit à Mais retraite. oui, Donc c'est ça. effectivement, j'ai payé de la taxe professionnelle. J'étais en équipe de France à l'âge de 15 ans, j'ai fini à l'âge de 33. J'ai quand même pas mal payé, je trouve. Ça compte pas. Voilà. Ça prend- Et ça c'est me pas concerne. rétroactif. J'ai fait partie de celles qui se sont battues pour ce fameux statut des sportifs. Je Mais suis oui. ravie pour les petites qui suivent parce que Oui. j'ai plus de problèmes professionnels, tout va bien. Mais c'est quand même très injuste. oui, et certains ça de mes reste, collègues il y a me le encore, disent. je pense, pareil pour les droits à la formation. Bien Aujourd'hui, sûr. un sportif ne peut Bien pas sûr. se payer s'il n'est pas salarié quelque part, il n'a pas son compte CPF pour se payer une formation. Donc il y a encore, je pense, un travail à faire sur le statut du sportif Oui, qui reste un peu le. Mais bon, tout ça parce C'est que pour ça qu'on disait que Laurence disait en préliminaire que la situation finalement de la femme qui va être mère, c'est avant tout une situation de sportive et de sportif, parce qu'effectivement, encore une fois, le statut global du sportif de haut niveau n'a pas été appréhendé à 360 Non, c'est ça, degrés, ça c'est c'est ça. clair C'est ça et que je net. Il y a énormément de travail à faire. Le jour où on le fera entièrement, je pense que la situation de la mère sera prise en compte, tout comme celle du père, s'il veut effectivement prendre un congé paternité, et tout un tas d'autres choses. Donc le droit du travail est le même pour tous, et quelque part, on attend la convention sportive. Il y a des conventions sportives, des conventions collectives de sportifs de haut niveau, mais pour les sportifs dits amateurs qui n'ont rien d'amateur puisqu'ils s'entraînent 5 heures par jour et qui passent 20 ans de leur vie sur le stade, il n'y a rien. il n'y a rien. Donc il faudrait peut-être revoir aussi la question de la qualité du sportif professionnel. Qu'est-ce qu'un sportif Exactement. Merci. Une autre question. Bonsoir. On parle de la féminisation des instances dirigeantes, mais est-ce qu'on ne parlerait pas aussi de la féminisation des entraîneurs et de l'encadrement des sportifs? Parce que il y a beaucoup d'hommes et qui comprennent peut-être pas ce désir de maternité, ou pourquoi le faire maintenant et pas attendre la fin de la carrière. Est-ce que ça n'aiderait pas d'avoir plus de femmes dans l'encadrement? Alors, évidemment, c'est un vaste sujet. Ça aiderait d'avoir plus de femmes journalistes sportives, d'avoir plus de femmes entraîneurs, d'avoir plus de femmes dans les fédérations. Là, je pense qu'on va toucher au même point finalement que pour nos sportives de haut niveau, à savoir que je suis bien placée. Enfin, je fais 50 000 trucs. Hein. Donc, en dehors de mes 4 enfants, je suis aussi présidente de club et je suis aussi entraîneur. Donc, voilà. Et évidemment, j'ai mon métier à côté. Je ne sais pas comment je fais. Je suis ancienne heptathlonienne, hein, donc ceci explique peut-être cela. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes qui arrivent vers l'entraînement, et j'essaye d'en recruter de plus en plus, c'est toujours la même chose, c'est qu'à partir du moment où elles ont un désir de grossesse, c'est comme si leur vie s'arrêtait. Encore une fois, on tombe enceinte. Et là, c'est comme si tout s'arrêtait. Rien n'est prévu pour permettre à une femme d'avoir une continuité dans sa vie professionnelle et personnelle quand elle met au monde un enfant. C'est aussi bête que ça. Et je pense que le jour où ce sera prévu, on aura beaucoup plus de femmes entraîneurs. Mais on est quand même loin du compte, parce qu'on n'est pas un pays déjà qui a des structures sportives qui sont très modernes. On n'est pas en Allemagne, on n'est pas aux États-Unis, on n'a pas des stades où on retrouve des crèches, où on retrouve des garderies. Alors, on bidouille. Par exemple, dans mon club, on a mis en place un athlé santé qui permet aux parents, en même temps que leur petit, donc l'école d'athlétisme est sur le stade, et les parents peuvent faire aussi du sport à côté, ce qui permet d'avoir les mamans et les parents et les entraîneurs et tout le monde à peu près au même endroit. Mais on fait que du bidouillage. On va prendre juste une dernière question parce que le temps passe vite. Bonsoir, Jérôme de Courcelles, je suis animateur radio, je fais culture et sport, enfin je parle de culture et de sport, et justement par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement pour faire en sorte que la femme y arrive à enfin, je dirais, avoir le même droit à l'homme, le même droit que l'homme à être
être mère de famille, du coup, est-ce qu'il vaut mieux pas, enfin, est-ce qu'on peut travailler un peu plus sur l'éducation des enfants, de façon à ce que, par exemple, dimanche dernier, il n'y ait plus d'interruption de matchs de football à la mi-temps féminin pour mettre un match masculin entier. Voilà, c'est arrivé dimanche. On est encore le rapport avec siècle. l'éducation des enfants, l'interruption du match. Alors, vois pas. parce que je me dis que il faut déjà, enfin, l'image de la sportive en France, c'est entre guillemets, ça relève encore du miracle, j'ai l'impression. Alors qu'en Allemagne, par exemple au Bayern de Munich, ils ont une équipe féminine depuis 1970. Oui, mais en l'occurrence, ce ne sont pas les enfants qui ont interrompu le match, ce sont bien des adultes. Non, ce sont des adultes. Donc, mais vous voulez pour dire que... travailler sur nos propres générations d'enfants. C'est ça. Alors, je vais vous dire, je suis à 100% d'accord avec vous. Je dis souvent que ce soit d'ailleurs dans le cas de MeToo, du harcèlement et des violences faites aux femmes, du harcèlement sexuel ou de la discrimination faite aux femmes, je dis avant tout que les hommes sont les enfants d'une femme. Et que, alors c'est pas que la femme qui est incriminée, mais je pense effectivement que nos parents ont raté un truc, clairement. Et que, en tout cas, je parle pour ma génération et celle d'avant, on n'a pas forcément été élevés comme les garçons étaient élevés. Alors, c'est pas mon cas, il se trouve qu'on était 4 filles, donc il n'y avait pas de différenciation entre les garçons et les filles. Mais clairement, je pense effectivement que c'est une question d'éducation. Pour ma part, j'ai 3 filles et un garçon, et je peux vous assurer que je l'élève exactement comme les filles. Et il est le premier à me dire, mais maman, comment veux-tu que je manque de respect aux femmes? Il y en a 4 à la maison, quoi. C'est impossible. Et donc, c'est une question de discours, c'est une question de faire comprendre aux enfants. Et pourtant, quand il était tout petit, il n'était pas forcément comme ça. J'ai un souvenir. Je vous raconte. C'est vrai que c'est en direct. Je ne vais pas dire son nom, parce qu'il va encore me gifler, parce que je lui avais promis de plus parler de lui. Mais bon, je suis obligée de donner l'exemple quand même, parce que c'est très drôle. Il avait 3-4 ans, et on était en vacances, les 4 frangines, avec nos 4 maris. Et il se trouve qu'à ce moment-là, les 4 maris, les 4 beaux-frères étaient à la cuisine en train de prendre un café, et que mon petit mec était avec les mains dans les poches en train de les écouter comme s'il comprenait ce qui se passait près des grands. Et à un moment donné, j'ai un de mes beaux-frères qui me dit « Marie, si tu veux un café ?» Donc je m'approche, je dis « Ouais, bien sûr. » Et il me sert un café. Et là, j'ai mon petit qui me regarde, qui enlève les mains des poches, il me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Comment ça que je fais là ?» Il me dit « Tu vois pas qu'on est entre hommes ?» Et là, je suis restée scotchée. Je me suis dit, mais je ne l'ai pas élevé comme ça. Et je me suis dit, bon, donc il se passe des choses à l'école, il se passe des choses en dehors du cercle familial. Et oui, en effet, il est super important que dans le cercle familial, de temps en temps, on recentre quand même. Parce que je pense qu'effectivement, l'éducation de nos hommes, nos compagnons, nos frères, nos pères, passe par la mère aussi et par la femme, la sœur. Donc on est tous responsables de tout ça. Juste pour information, j'ai pris 2 congés parentaux pour mes enfants. Je les ai emmenés Bravo. jusqu'à la maternelle. Bravo. Aurélie, un dernier mot pour conclure. Eh ben, merci pour ces riches échanges. Merci à vous tous de votre présence. À suivre par la suite, on va encore travailler avec les sportifs sur cette thématique-là. Si vous voulez faire vos retours ou envoyer vos témoignages, n'hésitez pas. Surtout, ça enrichira toujours les numéros à suivre. Lesportifs.fr aussi. Et encore merci à l'école pour l'accueil. Et pour l'aide à toute l'organisation. Avec plaisir, pour nous, à la Sports Management School, c'est toujours un plaisir d'animer ce genre de débat, mais surtout d'essayer de faire avancer un petit peu ces questions qui sont sous-jacentes. Encore une fois, on est dans une ère de révolte. J'insiste là-dessus. Je pense que d'ici peu, la prochaine faille viendra qui fera qu'on va basculer totalement sur une nouvelle jurisprudence. Ça, j'en suis convaincu. En tout cas, merci beaucoup Maryse, Laurence, Badou, Aurélie, c'était passionnant d'animer ce débat avec vous. Merci à vous tous d'avoir été présents. Retrouvez-nous évidemment sur tous les réseaux sociaux. Le débat va être filmé et vous pourrez éventuellement le voir en replay. Voilà. C'est aussi ça le rôle d'une école comme la Sports Management School. C'est pas simplement de former des jeunes au monde du sport business, c'est aussi de faire avancer ces débats-là qui, on en est sûr, seront des débats d'actualité dans quelques années. Merci beaucoup, à bientôt. Passez et on tous peut une bonne continuer soirée. d'échanger autour d'un verre juste après. J'oubliais l'essentiel. Merci Aurélie de le dire.